Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, c'est un scandale que nous a révélé la semaine dernière Radio France. Il faut bien, quand il est nécessaire, rendre justice au service public. Un consortium de 30 médias internationaux baptisé Forbidden Stories a établi qu'une société israélienne appelée Team Georget, dans l'article de France Info, a réussi à faire passer de fausses informations à l'antenne de BFM TV via le journaliste Rachid Embarki, donc qui a été mis à pied depuis. Mais cette révélation n'est qu'un épiphénomène qui cache à l'international des opérations de plus grande envergure par cette même société israélienne via des faux profils sur les réseaux sociaux qui va jusque dans certains pays à réussir à reporter des élections. Alors comment des médias aussi sérieux que BFM TV ont pu être infiltrés si facilement? Qu'est-ce que cela dit du système de l'information en France? On en parle avec Claude Cholet. Bonjour Claude Cholet. Bonjour. Vous êtes donc fondateur de l'Observatoire du journalisme de l'OJIM. Est-ce que vous pouvez simplement rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'OJIM? Eh bien, l'Observatoire du journalisme, c'est une boîte à outils qui vous sert à vous informer sur ceux qui vous informent. Comme l'information n'est pas un produit neutre, c'est un produit transformé par des médiateurs que sont les journalistes qui les fabriquent. Bon, il n'est pas intéressant de savoir qui sont ces journalistes, d'où ils viennent. On a fait 300 portraits de journalistes, à quel groupe ils appartiennent. On a fait 35 infographies sur les groupes de presse et les groupes de médias. Et je dirais, au quotidien, nous publions 2 articles par jour depuis 2012. Donc au total, ça va faire 6000 articles sur la vie quotidienne des médias, sur les censures, etc., etc., etc. Et donc du coup, vous avez publié donc récemment, suite à cette affaire, un portrait de ce Rachid Embarki, qui n'est pas du tout un inconnu, qui est un journaliste bien connu de BFM TV. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce journaliste? Alors, Rachid Embarki, effectivement, qui est un franco-marocain, qui est journaliste blanchi sur le Harnais, qui est à BFM TV depuis au moins une quinzaine, oui, une bonne quinzaine d'années, et qui est depuis, je crois, plus de 10 ans, est responsable des émissions de la nuit pour BFM TV. Bon, et qui s'est fait prendre, je dirais, les doigts dans le pot de confiture. Et le pot de confiture, c'était manifestement des instructions transmises par sans doute une agence de presse israélienne, mais sans doute relayée par un intermédiaire français, pour publier des reportages soit favorables au Maroc, il est originaire du Maroc, soit favorables au Soudan. Il y a peut-être aussi une ou deux autres affaires. Alors, on ne sait pas si c'est une affaire purement de corruption, est-ce qu'il aurait touché de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, l'enquête ne le dit pas à l'heure actuelle, ou simplement rendre service à quelqu'un dans des conditions qui, pour le moment, ne sont pas encore précisées. Oui, bien sûr, mais ce qui est grave, c'est que donc on voit que ces fausses informations qui ont été relayées à l'antenne, d'après l'enquête, ne sont pas passées, en tout cas d'après Marc-Olivier Fogiel de BFM TV, ne sont pas du tout passées par le canal éditorial classique, si vous voulez, dans un média. Quand on a une information, on la fait vérifier, on la fait valider par un éditeur. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été fait. Comment peut-on expliquer qu'un média comme BFM TV, qui est une si longue existence, puisse laisser passer ce genre de choses dans son canal, si vous voulez? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais ça arrive tous les jours. Surprenez-moi. Ça arrive tous les jours. Et je vais revenir quelques mois en arrière, parce qu'il n'y a pas que les Story Killers avec le fameux Team George, l'équipe israélienne. Revenez au mois d'octobre 2022. L'actualité va tellement vite qu'octobre 2022, on a déjà oublié. L'affaire Avisa Partners. Avisa Partners, c'est une société de communication française, bien française, qui fait de la communication et qui se vantait sur son site internet de pouvoir faire publier 1000 articles par mois. Bon, depuis, ils ont supprimé cette mention. Alors, je vais vous donner leurs clients. LVMH, la Société Générale, EDF, Uber, des États africains. Ils créent de faux comptes et de faux profils, ce qu'on appelle un avatar, mais un avatar crédible, pour publier des articles, tenez-vous bien, dans l'Express, les Échos, Agoravox, le Huffington Post, le Figaro, le Capital, le club de Mediapart. Mediapart s'est aperçu qu'il y avait 634 faux articles dans leur club. Le club, c'est pas le blog lui-même, ce sont des contributeurs individuels. Et ce qui est intéressant, c'est que cette société qui s'appelait Istrat
auparavant. L'actuel ministre des PME, du tourisme, de la pêche, peut-être autre chose, Olivia Grégoire, était une ancienne distrate en 2013 et 2014. Donc il n'y a pas que les Israéliens et il n'y a pas que BFM TV. Ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Ça fait partie de la guerre de l'information, car il y a une guerre de l'information. Oui, finalement, ça dit en fait beaucoup de notre système médiatique, donc qui en plus, donc qui est basé sur une vision, une conception de l'information qui est mondialisée. Donc, on nous a vendu ce mythe de la mondialisation qui aurait permis de faciliter les échanges et bon, on se rend compte qu'au final, ça rend l'information d'autant plus opaque et avec ce temps médiatique si court qui empêche finalement, ou en tout cas qui incite à ne pas trop vérifier les informations qu'on a. Et c'est avec ce genre de choses qu'on a finalement des scandales. Alors en plus, on rajoute maintenant les réseaux sociaux et les intelligences qui permettent de créer ces milliers de faux profils assez crédibles pour faire monter les informations sur Twitter. Donc ça dit en fait beaucoup d'un système de l'information plus que de BFM TV en général, en particulier. Non, BFM TV, je dirais que n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. Mais je voudrais en prendre d'autres. Une agence de communication, vous mettez des guillemets où vous voulez, qui s'appelle Bellingcat, hein, que vous allez trouver partout. Vous allez trouver au Figaro, vous allez la trouver. Enfin, je parle des articles inspirés par Bellingcat au Figaro, au Monde ou à Libération. Bellingcat, dont nous avons publié un dossier numérique sur le site de l'OGIM, c'est un faux-né des services britanniques, hein, qui est financé par l'Open Society de George Soros, par Google et par la National Endowment for Democracy, qui est financé par le Congrès et la NED. Bon, c'est un faux-né de la CIA. Mais Bellingcat, vous allez les trouver partout. Est-ce que vous savez qu'un quotidien national français a à sa tête comme rédacteur en chef un ancien des services secrets israéliens? C'est Libération. Dov Alfond, qui est rédacteur en chef de Libération, talentueux par ailleurs, depuis 2 ans, est un ancien de l'unité de 8200 de l'armée israélienne quand il faisait son service militaire. Et l'unité 8200, c'est une société spécialisée dans la cybersécurité et dans le renseignement dans les territoires palestiniens et en Iran. Alors, je ne dis pas du tout que M. de Valfond est encore membre de l'unité 8200, mais je dis que quand on a travaillé dans les services, bon, je serais quand même étonné de savoir qu'on a coupé absolument tous les liens avec ces services. Au-delà de ça, il y a ce dont on parle, et puis il y a aussi ce dont on ne parle pas, ou ce dont on ne parle plus. Je vais prendre 2 exemples. L'enquête russe, l'influence russe sur Trump, ça a duré 2 ans et ça a paralysé Trump pendant 2 ans. Et on en parlait tous les jours. Oui, avec des Et enquêtes tous parlementaires les qui médias finalement n'ont rien donné. qui n'ont rien donné, sauf que ça a paralysé Trump pendant plus de 2 ans et ça l'a empêché de gouverner. Les enquêtes sur les agissements du fils de Joe Biden en Ukraine, là aussi des choses quand même absolument énormes et qui auraient peut-être pu changer la destinée de la dernière Et élection. d'ailleurs, il a été révélé que certains médias ont fait pression pour ne pas en parler avant l'élection justement présidentielle de 2020. Et il y a un grand journaliste américain qui s'appelle Glenn Greenwald, qui était plutôt libéral, libertaire de gauche auparavant, qui avait qui avait essayé de faire publier une très longue enquête sur Joe Biden dans un média qu'il a fait plutôt de gauche, qu'il avait fondé, qui s'appelle The Intercept. Pendant la campagne électorale, il a été censuré et il a créé son propre média à côté parce que The Intercept était favorable aux démocrates. On pourrait parler aussi de l'enquête de Seymour Hersh sur le sabotage de Nord Stream. Je ne dis pas qu'il faut croire tout ce que dit Seymour Hersh, où il dit en gros que le sabotage Nord Stream n'a pas été commis par les Russes. Ça paraissait un peu bizarre parce que c'est eux qui ont fait ce gazoduc, mais par les Américains. Alors je ne dis pas qu'il faut le croire à 100%, mais le fait que les médias n'en parlent pas. Il y a eu un article dans le Figaro numérique, mais pas d'article dans la version papier. Dans Libération, il n'y a rien eu. Dans Le Monde, il y a eu une allusion dans un live pour dire simplement que le département d'État américain démentait.
et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a ce dont on parle, mais il y a aussi ce qui est parfois encore plus intéressant, ce dont on ne parle pas. C'est vrai, et donc ça montre vraiment ce que vous disiez, ce terme important qui est à retenir, cette guerre de l'information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cette guerre de l'information? Parce que donc ça se passe sur un théâtre finalement mondialisé, et on s'aperçoit que la France est malheureusement pas très armée, en tout cas son système médiatique n'est pas très armé pour lutter contre cette guerre de l'information qui donc passe énormément de fausses nouvelles et qui est soumis à beaucoup d'influence. Oui, alors je pense pas que la France soit plus mal placée Oui. que les autres. Alors, je pense que les Israéliens sont sans doute, eux, bien protégés. Pourquoi? Parce que les sociétés israéliennes sont vraiment à la pointe pour tout ce qui concerne la cybersécurité et la technologie autour de l'information. Les principales, je dirais, sociétés prestataires de services, mais prestataires de services au sens économique du terme, sont soit américaines, soit israéliennes, soit israélo-américaines dans certains cas. Donc je pense que si un pays qui peut être bien protégé, je crois que c'est sans doute Israël. Les autres, bon, je dirais que c'est la guerre de tous, contre tous. Les plus agressifs, ce sont certainement les Américains, il n'y a aucun doute là-dessus, on le sait. Pas forcément sur le plan politique, hein, ça peut être aussi sur le plan économique. Hein. Alain Juillet, qui avait créé un rapport sur l'intelligence économique en France il y a une dizaine ou une douzaine d'années, disait qu'il était effaré de la naïveté des sociétés françaises qui donnaient de l'information à peu près à n'importe qui ou qui mettaient sur leur site des informations qu'ils ne devraient pas donner. Là c'est une guerre économique, c'est pas forcément une guerre politique. Il s'agit simplement de gagner des parts de marché. Donc je crois que personne n'est complètement à l'abri. Je ne suis pas certain que ce soit le rôle enfin, la DGSE, je pense, la DGSI font ce qu'ils peuvent. Hein. Mais bon, la DGSI, là, en ce moment, ils essayent de sortir, je dirais, des raies d'une entreprise américaine qui s'appelle Palantir, qui est une entreprise qui utilise des logiciels sophistiqués de recueil d'informations euh, sur Internet, parce qu'ils essayent de trouver un fournisseur français. Bon, il faut savoir que quand vous utilisez Palantir, vous êtes obligé d'accueillir des agents de Palantir chez vous pour la maintenance. Ça fait partie du contrat. Bon, ça veut dire qu'à la DGSE ou à la DGSI, peut-être les deux, vous avez des agents américains de Palantir qui sont là pour, pour que le système marche. Alors, je ne dis pas du tout que ces gens de Palantir sont des espions américains. Je dis quand Non, non, même que bien sûr. c'est une situation qui pourrait paraître de loin un peu Qui scabreuse. pourrait interpeller, effectivement. Et puis, en parlant de logiciels de surveillance, on a également ces scandales il y a quelques années de Pegasus, donc un logiciel de surveillance israélien qui avait révélé qu'il y a énormément de personnes mises sur écoute. Mais plus globalement, pour revenir sur les médias en France, finalement, quand on met cette affaire en parallèle avec les déclarations du gouvernement récentes sur les médias, notamment la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et puis Olivier Véran qui a annoncé vouloir créer des états généraux de l'information prochainement, on se rend compte qu'il y a, comme d'habitude, ça ne nous surprend pas, mais c'est quand même intéressant de le répéter, c'est ce décalage extrême entre des médias qui ne sont pas partis des médias de grand chemin, qui sont constamment mis en cause, et puis finalement les plus gros scandales de l'information, les médias qui sont le moins attachés à la vérification de l'information, qui eux éprouvent des scandales et finalement n'ont pas tellement de critiques. Enfin, on n'a pas entendu en tout cas la ministre de la Culture parler de cette affaire de BFM TV. Alors, là, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est où sont les fact-checkers? Oui, Ah, les fameux fact-checkers, parce que hein? Julien Pain a sorti beaucoup d'affaires récemment, mais pas celle-là, oui. Les décodeurs du Monde, Check News de Libération, AFP Factuel, etc. Où sont-ils? C'est formidable, parce que là, eh bien, on ne parle pas de quelques articles, hein. On parle de milliers d'articles. Alors, donc, les fact-checkers, bon, en gros, c'est une... bon, c'est une aimable plaisanterie, tout à fait, entre nous. La deuxième remarque, c'est que les grandes manœuvres sont parties pour 2027. En 2023, les fréquences de TF1 de M6 sont en jeu. Bon, TF1 l'obtiendra. M6, il y a deux candidats, c'est un Niel et M6 pour le renouvellement de sa fréquence. Mais chacun pense que Niel ne joue pas du tout 2023. Il joue 2025 les fréquences de C8 et de CNews.
Alors là, c'est une autre paire de manches. Vous avez des éléments pour appuyer ça, La ministre de la Culture a déclaré très clairement Bien sûr. qu'elle souhaitait que l'Arcom, c'est l'ancien CSA, et c'est l'Arcom qui décide de réattribuer les fréquences, se penche avec beaucoup de vigilance sur CNews et sur C8 qui, entre guillemets, ne respecteraient pas le pluralisme, et ne respecteraient pas la démocratie, de nouveau. Elle a été relayée par un livre qui vient de paraître d'Éric Orsena, qui s'appelle L'Ogre. Bon, et l'Ogre, c'est Bolloré. Émeric Caron de LFI a appelé ouvertement dans un Twitter à refuser le renouvellement de ces fréquences à Bolloré pour C8 et pour CNews, et ça a lieu en 2025. Alors Niel, là, ce qu'il fait avec M6, il fait ce qu'on appelle un galop d'essai. C'est-à-dire qu'il se frotte à l'Arcom, il voit à quoi ressemble l'appel d'offres, il rencontre les responsables. Chacun dit qu'il a très peu de chances d'obtenir M6, on le saura au mois de mai, parce que là, le résultat sera donné le 6 mai. Mais chacun dit également qu'il se positionne pour 2025, pour C8 et pour CNews, en préparation de 2025 plus 2 égale 2027. Voilà, le calcul arithmétique est vite fait. On a bien compris, mais c'est ça, mais ce serait extrêmement grave, en tout cas, même pour le pluralisme médiatique du système français. Alors déjà qu'on sait que la télé n'est pas franchement au pluriel, là ce serait vraiment une catastrophe, puisqu'on aurait vraiment une uniformité idéologique assez flagrante, surtout en vue, comme vous dites, des élections présidentielles de 2027. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez ? Ah, alors il n'y a plus de son. Nous avons perdu Claude Cholet. Vous vouliez non, mais on conclure sur quelque chose là-dessus. Merci à Claude Cholet, donc, on le rappelle, fondateur de l'Observatoire du journalisme, et qui donc, ce qu'il a dit, informe sur les informateurs, puisque, comme il le dit, l'information n'est jamais neutre, et c'est toujours intéressant de savoir qui nous informe et à qui appartient ces gens qui nous informent. Merci Valentin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.